pour eux, Jean-François a dit, le talk de Creative Morning, ça va être un projet de ma boîte. Ça va être comme un projet architectural, comme un autre projet. Puis, je pense que vous allez être impressionnés ce matin. Donc, je vous demanderai d'applaudir chaleureusement Jean-François Saint-Onge. No pressure. C'est ça, exactement. Ben, bon matin tout le monde. Comment ça va? Cool, cool. Sérieusement, avec le party, comme Louis-Félix disait, de C2 Montréal, puis le lancement du guide Index Design, je pensais avoir affaire à une gang un peu endormie, un peu lendemain de veille. C'est vraiment cool, toute cette énergie-là. Mais je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui pour cette conférence de Creative Morning sous le thème réalité. En fait, avant de débuter la conférence, je voudrais remercier Louis-Félix et son équipe. C'est vraiment important parce que la collaboration avec eux nous a permis de développer des idées. J'aurais aussi un remerciement tout spécial à mon ami Boyana. T'es où, Boyana? Merci. Boyana a joué le rôle d'entremetteuse entre Louis-Félix et moi. Merci, ça fait vraiment de belles rencontres. Comme Louis-Félix le disait, au début, on s'est rencontrés avec les différents thèmes de la saison 2016 de Creative Morning. Et le thème réalité s'est vite imposé comme un thème particulièrement évocateur de mon processus créatif. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce qui est réel, ce qui existe de fait, par opposition à ce qui est imagé, rêvé et fictif. Dans ma réalité, qui est celle de l'architecte, de l'architecture, les réalités peuvent prendre différents visages, que ce soit la réalité budgétaire, la réalité du site, la réalité du client, les réalités fonctionnelles. En fait, je dois composer à tous les jours avec un ensemble complexe de faits. Ce qui m'a amené en fait à réfléchir sur la notion de la différence entre l'art et le design. Qui parmi vous s'est déjà posé la question de cette distinction entre art et design? C'est cool, j'espère que je ne vais pas me tromper. Mais en fait, ce que je trouvais particulièrement pertinent avec cette question-là, c'est ce rapport à la réalité. Parce que l'artiste, c'est une discipline, en fait, qui interroge, qui questionne la réalité. C'est un processus qui est libre. C'est un processus où les seules contraintes, c'est celles que l'artiste porte envers lui-même, en fait. L'œuvre d'art découle d'une opinion, d'un sentiment que l'artiste a envers la réalité. Puis l'œuvre d'art permet des interprétations multiples de cette réalité-là. À l'inverse, le design a comme objectif clair de répondre aux différentes réalités. Pour moi, le génie d'un bon concepteur, c'est sa capacité à répondre à des contraintes en créant un objet innovant, unique et en communiquant un message clair. Puis qu'est-ce qui est particulièrement intéressant du métier de designer, c'est qu'au terme de notre processus créatif, il y a l'élaboration d'une nouvelle réalité. Mais une réalité qui est teintée finalement de notre propre regard, celui du créateur. Et à ce titre, ça me paraissait particulièrement fondamental de vous expliquer un petit peu mon cheminement, mon histoire, qui m'amène aujourd'hui à faire cette conférence. Bien, je suis originaire du Bas-Saint-Laurent, d'un petit village qui s'appelle Mont-Carmel, au plein cœur de Kamouraska. En fait, vous voyez, j'ai grandi face à une nature sublime. Je viens d'une famille modeste. Ma mère était inhalothérapeute. Mon père, il était exploiteur forestier. Fait que j'ai passé le plus clair de mon temps dans la forêt. Je jouais avec mes amis, on faisait la cachette, on jouait, on explorait, on construisait même des cabanes dans les bois. La nature m'a toujours inspiré, puis continue encore, vous allez voir, de m'inspirer. À l'adolescence, j'ai fait face à la réalité. Face à la réalité lors de ma première rencontre avec mon orienteur pédagogique. Qui a rencontré un bon orienteur pédagogique ici? Personne? Ben moi, j'ai connu le meilleur. Il s'appelait Luc. En fait, quand j'ai rentré dans le bureau à Luc, je lui ai dit « Luc, j'aimerais ça devenir architecte. » Il m'a regardé, il m'a dit « Tu ne pourras jamais devenir architecte. Tu passes tes après-midi à faire du skate, à faire du graffiti. Tu passes tous tes moments à dessiner, à gribouiller dans tes livres scolaires. Tu ne pourras jamais devenir architecte. Les études en architecture sont longues, sont complexes, sont fastidieuses. Puis en plus, le programme est contingenté. »
Mais je peux vous dire que ça m'en prenait pas plus pour réveiller l'esprit de guerrier en moi. Puis, à partir de ce moment-là, je ne voulais pas simplement être accepté dans une école d'architecture. J'avais la profonde ambition de devenir le meilleur étudiant de la fac. Puis c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans mes sciences pures. Un parcours assez naturel à l'époque pour qui menait à une école d'architecture. C'était quand même intéressant. J'ai étudié la bio, la chimie, la physique. En fait, tout cet apprentissage-là m'a permis de mieux comprendre le monde réel dans lequel je vais évoluer finalement. Après, je me suis lancé dans mes études en architecture. J'ai commencé par l'Université Laval, où j'ai fait 2 ans. J'ai complété mon bac à l'EPFL, à l'École fédérale polytechnique de Lausanne, qui est probablement une des meilleures écoles au monde en ingénierie et en architecture. De retour au pays, j'ai fait ma maîtrise à l'UDM. Ce passage de différentes institutions m'a amené à me confronter à différentes visions de l'architecture, à me confronter à différentes réalités. Chaque école avait un peu sa manière de sous-peser parce que chaque réalité n'a pas le même poids aux yeux d'un créateur. Après, j'ai débuté ma carrière professionnelle en débutant à l'atelier In situ, un petit bureau où j'ai eu la chance de travailler dans différents projets, que ce soit de la maison, l'extension de la maison aux grands projets urbains. À ce moment-là, ce que j'ai appris, c'était que peu importe l'échelle du projet, le processus créatif pouvait demeurer le même. Seulement les réalités à lesquelles on devait faire face pouvaient changer et la manière de les aborder. Après, je suis allé travailler chez L'Oeuf, qui est probablement une des agences montréalaises les plus renommées dans le domaine du développement durable. Là-bas, la réalité de l'écologie faisait partie de notre réflexion quotidienne. Après, j'ai rejoint les grands bureaux. J'ai travaillé 2 ans chez Lemay, où les notions d'identité, puis de branding et du processus communicationnel étaient vraiment les éléments les plus importants. Après d'avoir papillonné d'une agence à l'autre, d'une institution à l'autre, j'avais vraiment le désir de me confronter moi-même en tant que créateur à ces propres réalités-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis directeur création chez Haddock Architectes, une firme que j'ai fondée il y a environ 2 ans avec mon associé François Martineau. Haddock Architectes. Qui connaît la définition d'Haddock? Ouais, quelques-uns. On me demande souvent pourquoi. En fait, la définition d'Haddock a un rapport très, très ancré avec la réalité. Haddock signifie « pour cela ». Pour cela signifie répondre à des besoins, répondre à un client, répondre à un site de manière spécifique. Créer pour cela sous-entend également la notion de créer un objet sur mesure, créer quelque chose, une nouvelle réalité. C'est pour ça que chez Haddock, on ose se confronter à la réalité, non pas comme une opposition ou comme une confrontation, mais plutôt comme un potentiel d'enrichissement du projet. Ce qui m'amène à réfléchir sur cette question-là entre la réalité et la créativité. Et au terme de cette réflexion-là, j'étais face à une évidence. Celle qu'on ne peut pas choisir la réalité dans laquelle on fait face, mais on peut choisir la manière de l'aborder. Et puisqu'il peut y avoir autant d'attitudes que le nombre de projets, j'ai décidé de vous en présenter 5. 5 attitudes par rapport à 5 projets. La première attitude, celle du parachutisme. En fait, qu'est-ce qui est intéressant avec cette attitude-là? Le parachutiste, c'est celui qui ose sauter, c'est celui qui ose se mettre en péril. Il saute, c'est une chute libre, il n'y a aucun moyen de rebrousser chemin. Puis qu'est-ce qui est encore le plus hallucinant du parachutiste? C'est qu'il accepte de mettre sa vie en péril pour vivre des expériences, vivre des sensations fortes. Puis pour illustrer cette attitude, j'ai choisi de vous présenter le projet Le Spot. Notre mandat, c'était de concevoir en fait une canopée qui allait recouvrir le parterre principal du village éphémère de Québec, en fait, du Spot. La réalité avec laquelle nous faisions face, c'est celle du client. Une bande d'étudiants encore sur les bancs d'école. Ils n'avaient encore jamais fait aucun projet et c'était eux les grands promoteurs de ce projet-là.
il faut dire que c'était un saut en tandem. Puis les deux, c'était notre premier saut. Ouais, ça va pas bien, exactement. Fait que, permettez-moi de vous raconter un petit peu l'histoire de ce premier saut. Tout a commencé par l'appel. Est-ce que dans la salle des entrepreneurs dans le domaine de la création, s'il vous plaît, levez vos mains. Vous allez probablement comprendre puis avoir vécu la même situation. Ça nous arrive souvent comme entrepreneurs de se faire appeler par un client qui a des super bonnes idées, un super projet, bref, une opportunité à ne pas manquer. Malheureusement, ils n'ont pas d'honoraires pour nous payer. Vous avez déjà vécu ça? Non, tu me mens. Ben, nous autres, ça nous a déjà arrivé, mais ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais qu'est-ce qui était particulier avec ces étudiants-là? Lorsqu'ils m'ont appelé, non seulement ils voulaient que je conçoive, que je construise, mais ils voulaient aussi que je subventionne mon installation. C'était un méchant deal, effectivement. Ça prenait de l'audace quand même pour appeler un bureau pour demander ça. On s'est questionné, puis on a décidé de sauter. Puis, au terme, après seulement 2 semaines, on était conviés à une charrette de 24 heures. On était face à notre première peur, parce que vous savez comme moi, une idée peut prendre 5 minutes, 10 minutes, ça peut prendre des heures, voire même des journées à trouver. Puis là, on était face à notre première peur, la peur de ne pas trouver la bonne idée dans 24 heures. Mais on s'est lancé le défi, puis on a développé un projet, en fait, basé sur le thème de l'édition 2015 du Spot, qui était le jeu. Cette idée-là nous est venue de cette notion de ce souvenir d'enfance, de l'enfant, en fait, qui court dans les prés, puis qui vient prendre un pissenlit, puis qui souffle tout naturellement dessus. Puis par rapport au thème du jeu, on a transposé cette idée-là avec le jouet qui est le vire-vent. Puis notre projet, finalement, c'était de composer une canopée composée de 1200 vire-vents qui allaient virevolter au gré des vents. On a présenté le projet à la gang d'étudiants, puis il y avait aussi d'autres groupes d'architectes qui avaient chacun leur petit projet. Et puis tout le monde s'est exclamé, tout le monde trouvait l'idée complètement géniale. Puis lorsque j'ai vu qu'il y avait quand même un soulagement des étudiants, comme s'ils avaient fini le projet, c'est vraiment là que j'ai pu constater qu'ils étaient naïfs, en fait. Le projet... Sérieusement, le projet n'était pas terminé, on faisait juste le commencer. Fait qu'on est parti au bureau. On a commencé à faire nos études, à regarder comment ça pouvait coûter. On avait un budget de 2000 $, c'est rien là, tu sais. J'appelle le représentant de 3M. On voulait faire nos vire-vents avec une pellicule réfléchissante, ce qu'on retrouve dans les garde-fous. On s'entend qu'on n'achète pas ça à la quincaillerie du coin. Fait que j'ai appelé Carl Boivin, le représentant de 3M, pour lui demander comment ça pouvait coûter environ. J'ai appris rapidement que ça coûtait 10 000 $ la pellicule. Je trouvais que déjà que j'avais subventionné l'œuvre, j'avais pas un autre 8 000 à déplier. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai repris le téléphone, j'ai rappelé Carl. J'ai dit, Carl, viens donc au bureau, j'ai quelque chose à te présenter. J'ai un projet vraiment intéressant. Il a accepté l'invitation. Et entre-temps, je suis allé m'informer sur Carl. Qu'est-ce qu'il faisait? Carl était représentant, oui, mais il était aussi lobbyiste auprès du gouvernement. En fait, lui, sa job, c'était de convaincre les municipalités et le ministre de la pertinence d'utiliser son produit parce qu'il était plus performant sur les routes. Donc, à partir du moment que j'ai compris sa réalité de son métier, ben j'ai mieux argumenté mon projet. Donc, il s'est présenté à mon bureau. J'ai dit, Carl, on a un super projet. En fait, j'ai fait ce que les étudiants m'ont fait, finalement. C'est ça. J'ai dit, Carl, on a une super belle opportunité. On va créer un village éphémère au beau milieu de la capitale nationale, juste en bas de la colline parlementaire. La municipalité, dans le coup, avec nous, tous les yeux de Québec vont être tournés vers cet événement-là. Je dis, on s'entend, ton produit, là, il n'est pas sexy, OK? Ça fait juste des pancartes. Moi, ce que je te propose, là, c'est d'en faire une forme puis de le faire virevolter avec 1200 vire-vents. Ça va être hallucinant. On va vraiment créer une expérience. On va créer une sensation, puis on va élever le petit côté émotif, puis ça, c'est super bon quand tu fais de la vente. Puis... il m'a prêté un échantillon. J'ai fait la géométrie. On l'a lancé du haut de la mezzanine du bureau. Il a tout de suite été convaincu et il nous a fourni les 3 rouleaux nécessaires d'une valeur de 10 000 $. Merci, Carl.
Fait que là, on s'est lancé dans le prototypage. Le prototypage, c'est pas une réalité qu'on est habitué en architecture. Parce qu'en architecture, chaque projet est en soi un prototype. On a juste la chance de le construire une fois. Fait qu'on a trouvé ça vraiment intéressant. On s'est lancé. On est allé dans mon garage. Puis on a commencé à construire. Puis ça fonctionnait tellement bien. Sérieusement, on était subjugués. T'as-tu le vidéo, Matt? Ah, hey, sous l'effet du vent, là, c'était hallucinant. J'étais avec Alex, puis on était comme genre « Wouh! » On s'est dépêché, on a pris une corde à linge, on en a installé 4 dans ma ruelle. Je peux vous dire que les enfants étaient heureux le lendemain. À tous les jours, les enfants étaient là, puis c'était comme hypnotisant. Mais là, après 2 semaines seulement, le premier dispositif éclatait. Et puis le deuxième, le troisième, le quatrième. On était en pleine chute libre, en fait. Parce qu'on n'avait plus moyen de rebousser, là. On était à 2 semaines de rendre le projet. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'est adapté. On a réduit un petit peu le modèle, on l'a renforcé. On a étudié un petit peu les raisons, puis on s'est lancé dans la construction. À partir de ce moment-là, on avait juste un choix, c'est de descendre. Fait qu'on s'est mis à la construction. Chacun avait sa tâche. Il y en a un qui découpait, l'autre pliait, l'autre assemblait. En fait, c'était vraiment du taylorisme à son plus beau niveau. C'était vraiment beau. On était 10 étudiants, ça a pris 10 heures pour 1200 virevents. Merci à toute l'équipe. J'étais pas là. Ouais, c'est ça. Puis après, on s'est lancé dans la construction. On a commencé à peindre parce qu'on voulait avoir l'écriteau du spot en arrière, là, puis on avait des belles ambitions. Puis là, on faisait la navette Québec-Montréal pour construire le spot. Puis tout s'est bien déroulé, on était vraiment satisfaits. Puis je peux vous assurer qu'à la fin, là, quand on était face à notre œuvre puis on a pris notre bière, là, maudit qu'on était fiers. Sérieusement, là, c'était tranquille. Là, on avait ouvert notre parachute puis on planait. Puis on a plané comme ça pendant tout l'été. Puis on s'est rendu compte que parfois la réalité pouvait dépasser la fiction. Je vais vous montrer des photos du projet. Il y a eu ce party d'ouverture là, où finalement, vraiment, la réalité dépassait la fiction. C'était plus beau qu'on avait imaginé. C'était plus beau que nos rendus, ce qui est souvent pas le cas, en fait. Puis, on a eu un méchant show. Gros show, le monde était là, s'exclamait, c'était comme c'est génial, c'est fou. Je me souviens des étudiants, là, pour vrai, là, ils lévitaient à 3 pieds du sol. C'était pas possible. Ils étaient là avec le sourire d'en face, c'était malade. Puis on a plané comme ça tout l'été. À toutes les fois, je descendais dans le Bas-Saint-Laurent voir mes parents, j'arrêtais de prendre une bière avec des amis, on discutait. Puis c'est vraiment là que je me suis rendu compte de toute la puissance de ce qu'on a créé. Le petit bruit là, du que ça faisait dans ma ruelle, à l'échelle de 1200 virevents, c'était juste incroyable. On se sentait vraiment comme dans une forêt là, où que le vent prend, puis que le bruit avance, recule, tout ça, c'était hallucinant. Puis avec le mouvement du vent. Parce que le soir, c'est ce qu'on a appris, ils ne vendent pas le soir. Ils vendent seulement le jour. Et de jour, là, lorsque le vent rentre avec différentes intensités, on voit littéralement le vent. Ça venait matérialiser quelque chose d'aussi imperceptible que le vent. C'était hallucinant. Puis il y a aussi Creative Morning Québec qui est venu faire un show là. Puis, c'est ça, on a continué à planer comme ça et on a eu un atterrissage tout en douceur. En fait, en février dernier, on a gagné le Grand Prix du design catégorie installation éphémère. Ce qu'on a appris avec cette expérience-là, c'est comme concepteur, il faut apprendre à prendre des risques. Il faut se laisser aller, puis c'est la seule manière, des fois, de pouvoir innover, de pouvoir pousser nos limites. Ce qui m'amène à vous parler de la deuxième attitude, celle du tai chi. En fait, l'attitude du tai chi consiste à s'enraciner dans la réalité, puis vraiment venir puiser toutes ses forces, puis venir la canaliser, en fait. Pour vous parler de cette attitude, j'ai décidé de vous parler de la résidence Bastien, qui est un de nos premiers projets, mais en fait, qui est le premier projet de Doc Architect. Notre mandat consistait à concevoir une résidence multigénérationnelle au cœur du quartier Saint-Sauveur, à Québec. La réalité, comme point de départ, c'était ce bâtiment-là, avec ses points forts, ses faiblesses, son potentiel. Il y avait aussi un site, on était juché au pied du Cap au Diamant.
juste derrière le Parc des Braves, puis on avait une belle forêt mature en arrière de nous. Il y avait aussi la cliente. La cliente était une passionnée d'art et de culture amérindienne. Elle vivait à Wendake. Elle avait passé l'ensemble de sa vie à participer à l'émancipation économique de sa communauté. Face à tout ça, puis c'était aussi notre premier projet, on avait vraiment le temps. C'est pour ça qu'on avait pris cette attitude-là très calme, de vraiment bien ressentir toutes ces réalités, puis venir les absorber. Puis on les a absorbées, puis comme un peu à l'effet du tai chi, on a transféré toute cette énergie-là à notre cliente sous la forme d'un concept unique basé sur l'analogie avec le boulot. Pourquoi le boulot? Parce que le boulot, il y avait une résonance particulière pour la cliente. Vous savez, sûrement, le boulot, c'est un arbre fondamental dans la culture amérindienne. Ça a servi pour faire les kayaks, les petits bols. Et pour nous, il y avait aussi une valeur plutôt symbolique intéressante parce que l'arbre, le boulot, en fait, lors d'une déforestation massive après, par exemple, un feu de forêt, c'est le premier arbre qui repousse. Puis comme, je ne sais pas s'il y a des gens de Québec, mais le quartier Saint-Sauveur est encore un quartier pauvre. Et ce projet-là s'annonçait comme un genre de vent de renouveau pour le projet. Le concept a séduit la cliente. Donc, on a proposé ce bâtiment-là sur la base de l'analogie avec le boulot. Au-delà des teintes reconnaissables du boulot, du noir et du blanc, nous avons travaillé la linéarité, la verticalité, la notion du clair et de l'obscur. On a aussi travaillé l'idée de l'écorce. Puis je suis sûr que tout le monde parmi vous là, a déjà pris un boulot puis a arraché l'écorce. Mais il ne faut pas faire ça. Mais nous, on l'a fait, puis on est venu créer quand même un petit espace de côté. Puis un peu à l'image du boulot, et avec cette écorce protectrice, les intérieurs, on les avait créés doux, tendres et chaleureux. À l'image de l'arbre, encore une fois, avec ses cercles de croissance, on avait développé un plan libre où aucun mur ne touchait au mur extérieur. Ça permettait une grande fluidité spatiale. La cliente, elle a vraiment adoré. Cependant, il ne restait plus beaucoup de murs pour ses œuvres d'art. Ce qui m'a amené finalement à réfléchir et à me dire que c'était vraiment important comme concepteur de prendre le temps de ressentir ces énergies, cette réalité-là, puis vraiment s'en imprégner, puis venir canaliser tout ça, puis de transférer ça sous un message clair à notre client. Parce qu'à partir du moment que le client comprend bien ce qu'on veut faire, ça devient une des plus grandes ambassadrices du projet. Puis elle parlait, elle disait qu'on allait construire la maison boulot. Ce qui m'amène à vous parler de la troisième attitude, celle du contorsionniste. Se contorsionner, c'est quoi? C'est de s'adapter, c'est faire preuve de flexibilité. C'est de prendre une posture spectaculaire avec un équilibre des fois précaire. Pour vous parler de cette attitude, j'ai décidé de vous présenter le projet de la Géode. En fait, notre mandat, c'était de concevoir une habitation multifamiliale de 5 étages au cœur du plateau. Pas de 5 étages, excusez-moi, de 5 unités. Ouais, ça aurait été d'autres choses, ça. Notre point de départ, en fait, un site exigu, avec des voisins construits à 100%. Mais on avait aussi des acteurs multiples. On avait le consultant en code, l'ingénieur, les membres du CCU, le comité d'urbanisme de l'arrondissement, le client, les clients, nos clients. En fait, on avait un ensemble d'acteurs avec différentes réalités. Ce qu'on a proposé, c'est qu'on a décidé de proposer un projet où on construisait la rue, on construisait la ruelle et on créait au centre même du projet un oasis vert, un oasis de verdure. Ce concept-là m'avait été inspiré lors d'un de mes voyages dans le nord du Maroc puis dans le sud de l'Espagne avec la notion de riad. En fait, la riad, c'est une habitation marocaine vernaculaire où on retrouve des murs très, très austères, fermés sur eux-mêmes, un genre de monolithe qui cache à l'intérieur de lui un petit secret, un bijou, c'est-à-dire le jardin, avec des fontaines, des oiseaux. C'est vraiment hallucinant au cœur de la Médina. Ça, c'était notre concept de départ, sur lequel on a ajouté la trame narrative de l'analogie avec la Géode, qui venait exprimer ce concept entre intérieur et extérieur. À ce moment-là, le projet était vraiment cristallisé. La posture était complexe, fonctionnelle et innovante.
Mais à partir du moment que tu acceptes de jouer le jeu de la collaboration, tu acceptes aussi de voir ton projet se bonifier, mais, ce qui est assez positif, mais tu acceptes aussi de le voir altérer. Puis, puisque la posture était complexe et fragile, ça a été extrêmement difficile pour notre équipe de garder la pureté du concept initial. Mais rassurez-vous, on a mis toute l'énergie nécessaire pour garder ce concept-là. Et actuellement, en fait, on me disait aujourd'hui, il y a quelqu'un qui habite en avant, qui est en construction, les fondations sont coulées. Donc, au coin de Marianne et de La Roche. On va passer à la prochaine. Il reste plus beaucoup d'eau. Bon. La quatrième attitude, ça c'est probablement mon attitude préférée. Je l'ai appelée l'attitude du surfeur. C'est quoi surfer? C'est de saisir la vague quand elle se présente. C'est de prendre toute son énergie puis s'élever. C'est aussi de maintenir l'équilibre. Puis pour les meilleurs d'entre nous, c'est de s'amuser, c'est de la surfer, c'est de faire des figures. Ça, c'est une approche particulièrement intéressante quand on se présente à des réalités qui sont insurmontables, incontrôlables. Puis pour vous parler de ce projet, pour vous parler de cette attitude, j'avais pensé de vous présenter le projet New Face. En fait, le mandat était de concevoir une clinique de soins de cosmétiques. Notre réalité, l'extravagance de nos clients. Mise en contexte. Les clients sont arrivés au bureau. La cliente était vêtue de la tête aux pieds, en Chanel. Une peau parfaitement lisse, des lèvres pulpeuses rouges. Elle avait avec elle son associé complet, marron, velours, en pied de poule. Il tenait une canne, comme l'eau des dards, un truc pour tenir la cravate rempli de diamants. On était vraiment en présence des clients extravagants. Il y avait une énergie incroyable. On s'est assis. On a commencé à discuter de leur plan d'affaires. Il y avait 3 identités corporatives qui voulaient regrouper dans une même clinique. Puis, on a parlé de leur plan d'affaires. Un plan d'affaires qu'ils disaient basé sur le concept de Disney World. Où plaisir, sensation et expérience client étaient au cœur de leurs préoccupations. Ils voulaient un lieu fantasmagorique. Et il y avait aussi leur demande inédite. Ils demandaient d'intégrer un candy bar, un aquarium géant, puis des statuettes grandeur nature de Star Wars. C'était des fans. Puis en plus de tout ça, on avait un échéancier. On avait 3 mois pour concevoir, construire et rendre opérationnelle cette clinique-là. Sérieusement, quand ils ont quitté le bureau, là, j'étais comme un peu surfer, au milieu de l'océan, là, avec mes petits projets, mes petites vagues. Là. Puis là, je voyais se profiler au loin la grosse vague, là, celle qui allait déferler. Là, à ce moment-là, il y a 2 façons de réagir. C'est vraiment de nager au plus vite puis rejoindre la plage. Ou commencer, sauve aussi son surf, commencer à ramer puis prendre toute cette énergie-là puis de surfer. Puis c'est ce qu'on a fait. On a suivi la cliente, on s'est laissé inspirer par la cliente. Mais il y avait une question d'équilibre aussi. Puis pour ça, en fait, on s'est rattaché à l'élément récurrent de son brand. Chaque identité corporative avait le logo du papillon. Fait qu'on s'est rattaché comme le plus possible à cet élément-là. On l'a étudié sous toutes ses coutures, puis on s'est vraiment intéressé à l'aile du papillon, ce qui est certainement la chose la plus belle du papillon. On l'a étudié dans ses moindres détails, même au niveau microscopique, où finalement on s'est rendu compte que l'aile du papillon était formée de milliers de petites écailles iridescentes qui permettent d'établir ces nuances-là, ce chatoiement qu'on voit à l'œil. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait ce pattern-là, puis on a ajouté les couleurs qui étaient associées aux différentes identités corporatives. En fait, ça nous permettait de créer les 3 identités en les liant ensemble avec ce pattern-là, mais on pouvait à la fois, à travers une atmosphère qui était d'une blancheur immaculée, un peu à la limite, à la frontière entre la boutique de luxe, avec le Chanel en fait, et le laboratoire high-tech. L'idée, on a développé aussi, c'est cette notion-là d'avoir une clinique qui était extrêmement professionnelle et hygiénique, mais on voulait quand même exposer le caractère extravagant de nos clients en élaborant aussi le candy bar ou les différents éléments. Malheureusement, on n'a pas les statuettes de Star Wars, mais Chewbacca, non, il manque Chewbacca.
Donc, c'est ça. Le blanc devenait un peu aussi l'élément calmant qui nous permettrait de regrouper le tout sous une même identité corporative. Les salles d'intervention. Et le fameux candy bar. Ça marche vraiment, hein, d'ailleurs. Je suis allé faire un photoshoot récemment, puis ça m'a vraiment séduit. J'ai rencontré une cliente, puis qu'est-ce qu'elle me disait, la cliente de la clinique, quand elle a su que j'étais le concepteur? Elle me disait, « Wow, vraiment, là, je me sens pas comme à Laval. Je me sens... » Mais en fait, elle me dit, « Je me sens pas comme à Montréal. » J'étais comme, « Ah, t'es à Laval, là, pas vraiment. » Mais elle dit, « Je me sens comme à New York, comme à Los Angeles. » Elle parle anglais. Mais finalement, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle se sentait comme dans un lieu où que le rêve était permis, parce que c'est ça que représentent ces grandes métropoles-là. C'était vraiment tout un compliment qu'elle venait me faire. Fait que ce que j'ai appris avec ça, ce projet, c'est que parfois, s'abandonner à l'univers des autres nous permet de repousser nos propres limites. Puis ça nous permet d'explorer des recoins de notre créativité parfois inconnus. La 5e attitude, celle du bobeur, ou si vous préférez, celui qui pratique le bobsleigh. Pour illustrer cette attitude, je voulais vous parler de ma réalité en tant qu'entrepreneur. Qui parmi vous a fait une activité d'introspection, à savoir de connaître vos réelles qualités et vos vrais défauts? C'est vraiment un exercice à faire. Et moi, avant de me lancer comme dans l'entrepreneuriat et de fonder mon bureau, j'avais une très bonne connaissance de mes qualités puis mes défauts. Je me savais... ah oui. OK. C'est pas si drôle. Je me savais créatif. J'avais un bon esprit de synthèse. Je me savais aussi énergique, bon vendeur, bon communicateur. Bien ça, je vous laisse en juger. J'avais aussi mes défauts. En fait, j'étais émotif, peu structuré, je manque d'acidité. Je suis parfois angoissé, puis parfois même inflexible. Face à cette réalité-là, il y avait 2 solutions qui se présentaient à moi. Soit la première, qui était de me former, de m'entraîner, d'aller consulter pour venir corriger l'ensemble de mes défauts, mais en laissant de côté par le fait même mes qualités. Ou il y avait la 2e solution, celle de m'associer avec un architecte qui allait avoir toutes les qualités de mes défauts. Et c'est ça ce que j'ai fait. Je me suis associé avec François Martineau. S'il te plaît, François, viens me rejoindre. On avait la profonde conviction que c'était justement ces différences-là qui allaient nous permettre de devenir une équipe exceptionnelle, une équipe basée sur la complémentarité. Frank? Ce matin, vous avez rencontré, je pense, le visage extravagant ou une image plus... Extravagante. Extravagante? Extraverti. D'Adoc. Vous l'aurez compris, moi, je suis plus l'introverti, le réservé. Ça ne fait pas de moi un ermite pour autant. En fait, mon rôle au sein de l'agence, c'est davantage comme votre prof de yoga. Calme, en contrôle, zen dans toutes les situations. En fait, je suis le pompier aussi de l'agence. J'essaie d'éteindre les feux, garder tout sous contrôle. En fait, les qualités de mon prof de yoga, c'est quoi? C'est d'être en contrôle de la situation. C'est d'être patient, d'apporter les bonnes postures, vérifier que tout le monde fait bien son travail. Mais le fait d'être aussi complémentaire, moi et Jeff, ça emmène aussi qu'il y a des confrontations, puis on n'a jamais les mêmes idées. Nos employés pourraient vous le dire, on est d'accord sur rien, on se contredit tout le temps. En bout de ligne, ça apporte des réflexions qui sont plus profondes sur ce qu'on veut faire, puis ces remises en question-là permettent surtout de sortir de nos zones de confort mutuelles. Puis je pense qu'en tant qu'équipe, ça nous permet d'explorer toujours plus loin, puis de sortir des idées que nous, personnellement, on n'aurait pas faites au départ. Puis de prendre les bonnes décisions, au terme d'un bon argumentaire. Ben, un peu à l'image du bobeur, en fait, pour chaque situation, on met toujours le plus puissant coureur des 2 à l'arrière pour nous propulser. Puis on met toujours le plus agile conducteur à l'avant pour nous diriger.
pour freiner au bon moment. Ensemble, on prend nos virages. Ensemble, on termine nos courses. En fait, on a un but commun, c'est de se dépasser puis de gagner. Ensemble, on travaille tous les jours pour que nos rêves deviennent réalité. Et à titre de conclusion, j'espère que vous aurez compris que cette conférence est une invitation que je vous lance à tous. Une invitation à embrasser les réalités qui sont propres à chacun de vos métiers, à chacun de vos champs d'expertise, afin que vous puissiez vous élever et vous-même créer vos propres réalités. Merci beaucoup. Merci énormément. C'était bon.